Si tu devais citer les 3 principaux événements pour toi de l'année 2024, ce serait quoi? Je pense le principal, c'est le lancement des ETF en janvier, qui est arrivé très tôt, enfin, qui a eu un impact énorme à la fois sur le prix, sur le marché, sur la vision que les gens en ont. Ça a changé beaucoup de choses, juste psychologiquement pour les investisseurs, en fait. Même si je suis pas très favorable à l'adoption des ETF et que ça va un peu à l'encontre des valeurs initiales de Bitcoin, euh, mais c'est vraiment je pense, l'événement qui change un peu tout. On oublie, hein, mais il y a eu le halving aussi, hein. Ouais. C'était l'année du halving, hein. Après, est-ce que l'annonce des ETF a pas eu l'effet qu'on espérait que le halving ait? Ça lui a un peu volé la vedette. Ah bah, comme dirait Vincent Gann, on a dépassé la TH beaucoup trop tôt. L'ex-ATH beaucoup trop tôt, avec le halving. C'est Et clair. là, d'ailleurs, en regardant un peu les volumes, ça sort pas mal, hein, là, sur les ETF Bitcoin depuis le 19, hein. On est sur des belles sorties, hein, j'avais pas fait gaffe, mais moins 680 millions le 19, moins 276 le 20, moins 220 le 23, moins 338 pour Noël. Enfin, pour la veille, pour le réveillon. Après le 26, quand même, ça rentre 475, et ensuite ça sort à 300 et ça sort à 430. C'est parce qu'il faut faire les cadeaux de fin d'année, ça. Les institutionnels qui sortent un petit peu pour payer les cadeaux des enfants. Et enfin, tout ça, en fait, je pense que 2024 a été une accélération, un début de l'accélération. 2025 sera encore pire. Encore plus avec justement l'institutionnalisation d'Ethereum, de Bitcoin, l'arrivée de Trump aussi. Même si en effet, ça a un effet très positif à court terme sur les cours, je pense qu'à long terme, cette adoption-là sera très négative. Et enfin, on va de plus en plus en fait s'éloigner des valeurs de décentralisation, de résistance à la censure, qu'on a déjà un peu oublié quand on voit comment dire, les réseaux qui attirent le plus d'utilisateurs. Par exemple, Base, on voit la Deutsche Bank qui veut lancer son L2, les stablecoins qui sont de plus en plus régulés durement. Il y a aussi, aussi comme événement marquant, il y a l'arrivée le lancement du DOGE, du Department of Government Efficiency, qui est quand même un truc assez incroyable. D'ailleurs, hier, qu'est-ce qu'il a fait Musk, il a fait une petite blague. Bon, là, il va être en roue libre, hein, quand il sera au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé du Quecus Maximus. C'était quand? C'était avant-hier ou c'était il y a 2-3 jours sur Twitter. Il a parlé du Quecus Maximus et le même coin, il a fait fois, je ne sais plus combien est-ce qu'il a fait. Et puis là, quand il a mis fin à sa blague, aujourd'hui ou hier, le même coin a fait divisé par 4. Donc, pas mal du tout. Donc là, je pense que il sera au pouvoir. Il va s'en donner à cœur joie. Ouais, je pense que ça va être un peu la zizanie sur les réseaux. Mais un parallèle qui peut être intéressant, c'est que l'objectif du Doge, c'est donc d'assainir les finances du gouvernement des États-Unis, donc de réduire les dépenses, pour réduire la dette, etc. Et donc dans cette même optique, tu as aussi eu l'élection de Javier Milei en Argentine, et qui en quelques mois a un bilan très positif, avec une inflation quasiment à zéro, avec une économie qui repart, avec une pauvreté qui diminue, avec un taux de chômage qui diminue aussi. Alors, j'ai vu des contre-arguments, notamment sur tout ce qui est le chômage, la pauvreté, etc. Après, si on se base sur le bilan chiffré, je crois qu'il est bon. Après, sur la qualité de vie des Argentins, voilà, je ne sais pas si c'était mieux avant. C'est sûr. En fait, dans les projections, dans la majorité des gens, ce qui s'attendait de Javier Milei, c'est que ce serait vraiment une catastrophe dès le début et qu'ensuite, ça pourrait s'améliorer sur le long terme. Mais c'est que là, on voit déjà les chiffres qui s'améliorent après quelques mois. Donc, c'est encore plus optimiste que les projections. Mais c'est sûr que quand tu passes en fait d'un gouvernement qui taxe beaucoup ou qui imprime beaucoup de monnaie et qui dépense dans des pans de l'économie qui sont pas productifs, qui sont pas forcément utiles, et qui perd beaucoup d'argent et donc qui crée un peu cette spirale inflationniste, et que d'un coup tu arrêtes tout ça,
bah forcément, il y a toutes ces personnes qui profitaient indirectement, pas forcément volontairement, du système, qui se retrouvent sans travail ou en tout cas en difficulté. Donc c'est normal que tu aies ce gap qui se crée. Mais sur le long terme, c'est beaucoup plus positif parce que ces personnes-là vont être poussées pas investir, mais à innover, à s'impliquer dans des projets qui, eux, vont être vraiment utiles. Mais c'est sûr qu'à court terme, l'impact est catastrophique, quoi. Un projet qui avait fait pas mal parler et où je pense, où là je vais creuser un petit peu pour savoir si c'est vraiment intéressant ou pas, enfin s'il y a une vraie innovation derrière, c'est Pump.science. En gros, ils ont repris un peu le concept, enfin ils ont repris le branding de Pump.fun et ils ont fait ça à la science. Et en fait, plus le token augmente en termes de capitalisation boursière, plus ils augmentent, enfin plus ils vont aller pousser les tests. C'est-à-dire qu'au début, ils démarrent sur des insectes, puis après, une fois que ça augmente, ton market cap dépasse, je dis n'importe quoi, 100 millions, et ben ils passent à test sur des souris, etc. Et voilà, ils ont une sorte de roadmap basée sur leur market cap là-dessus. Et donc ça permet, bon voilà, de gamifier un petit peu ce genre de choses-là. Honnêtement, je sais absolument pas ce que ça vaut, donc j'en parlerai pour savoir quel est l'intérêt de ce type de projet-là et est-ce que vraiment c'est sérieux, il y a des choses intéressantes derrière. J'ai quelques doutes sur Oui. sur le vrai intérêt de ce type de projet-là et que je pense que ça surfe beaucoup sur la hype de Pump.fun. Bah, surtout aussi, c'est en soi voir l'intérêt, enfin l'objectif principal est intéressant, surtout pour les revues scientifiques que tu disais. C'est vrai que ça peut être une problématique où il faut trouver une solution pour y remédier. Par contre, je suis très dubitatif sur tout ce qu'on essaye de mettre sur la blockchain un peu pour faire de la blockchain. Donc, c'est-à-dire utiliser des L2 par exemple pour ça. C'est pour ça que je te demandais si c'était un projet à part entière ou si c'était sur un L2. Parce que pour moi, ça fait plus de sens d'avoir quelque chose de dédié à ça. Et si c'est centralisé, les gens vont s'impliquer dans ce réseau de revues scientifiques. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Et donc, avoir un truc de zéro où les gens, je ne sais pas, peut-être font de la revue scientifique en pair à pair, sans reposer sur un réseau annexe, comme Ethereum ou autre, qui, en fait, les performances de ce réseau-là, Ethereum ou les L2, peuvent aussi impacter ces revues scientifiques. Donc, je vois pas trop l'intérêt de le mettre. Par exemple, si c'est mis sur Base et que Coinbase décide de fermer leur blockchain, etc., toute la communauté qui se sera créée et tous les utilisateurs, toutes les données qui ont été stockées vont être perdues. Parce que c'est pas décentralisé, parce que il y a des compromis qui ont été faits, etc. Alors que si c'est un truc de zéro, le projet sera autonome, quoi. Donc c'est un peu la même chose, avec tout ce qui se fait un peu sur la blockchain, c'est quel est l'intérêt à chaque fois de mettre sur une blockchain. Pourquoi pas faire un truc de zéro, quitte à le distribuer. Je vois que tu demandes, Robin, tu utilises quoi pour swap en général, des agrégateurs ou un DEX en particulier? Ça va dépendre de quelle blockchain. Moi, j'aime bien utiliser OneInch, qui est pas mal. Ça te permet d'agréger un peu tout. Après, si tu joues un petit peu les airdrops ou autres, je te conseille d'utiliser DeFi Lama. Tu peux faire, ils ont un truc de swap DeFi Lama et Jumper, comme dit Savvy, effectivement. Jumper, ça peut être pas mal pour jouer l'airdrop. Alors, pas certain qu'il y aura un airdrop sur Jumper. Par contre, tu peux choisir des DEX qui, justement, n'ont pas encore de token. T'en as certains qui n'ont pas encore de token. Il y a Stargate que tu peux utiliser de temps en temps, qui est pas mal, parce que potentiellement, il y a beaucoup moins de personnes qui l'utilisent et il y aura certainement un airdrop aussi par rapport à Layer 0, parce qu'ils utilisent l'infrastructure de Layer 0, donc potentiellement il y aura un second airdrop pour les utilisateurs de Layer 0, il y a beaucoup moins de personnes qui l'utilisent. Il y a Bebop, si c'était ça que je cherchais. Effectivement, Bebop. Après, bon, est-ce que ça va être de gros airdrops? Je pense qu'on ne reconnaîtra pas d'airdrop aussi important que l'airdrop d'Hyperliquid pour le coup. Je pense que Hyperliquid, ça a été l'exception d'un airdrop et que beaucoup vont essayer de s'en inspirer, mais aucun va réussir à faire
à faire aussi bien. Par contre, une prédiction pour 2025, c'est que les projets vont s'inspirer de ce qu'a fait Hyperliquid et que l'allocation aux communautés, l'allocation communautaire sera bien plus importante que ce que ça a pu être le cas par le passé. Je pense à du Scroll ou autres qui ont un peu chié sur leur communauté. Et je pense que là, avec la performance d'Hyperliquid, j'espère que ça va inspirer d'autres projets à diminuer la part peut-être que les VC ont, ou en tout cas permettre aux particuliers de pouvoir investir à peu près au même niveau que ce que peuvent investir les VC. Et donc un retour en force des ICO sur 2025, pour plusieurs raisons. Cadre réglementaire, justement la bonne performance de Hyperliquid, le fait de faire rentrer les particuliers aux mêmes règles, aux mêmes tarifs, entre guillemets, que les VC. On a publié un article là-dessus, le grand retour des ICO, et aussi avec l'arrivée de Trump au pouvoir et la sortie de Gary Gensler, les ICO vont être, entre guillemets, beaucoup moins régulés aux États-Unis. En tout cas, ce sera beaucoup moins contraignant de lancer une ICO aux États-Unis, puisque je pense que la majorité des tokens seront considérés comme des commodities et plus comme des securities, avec des règles beaucoup plus souples pour le lancement d'une levée de fonds en crypto-monnaie. Il y a plusieurs commentaires sur FTX depuis tout à l'heure par rapport au remboursement qu'ils vont avoir, que les derniers créanciers vont avoir. Donc ouais, normalement ils sont remboursés en fiat, et donc il n'y a rien de bearish, tout a été déjà vendu depuis plus d'un an. Si je ne me trompe pas. Moi non, rien de bearish pour FTX, pour le coup plutôt bullish. Oui et non, parce qu'il y a quand même pas mal de claims. En fait, les gens pouvaient revendre la dette que FTX leur devait à des sociétés spécialisées en recouvrement. Et donc, par exemple, avant que le plan de remboursement de FTX soit annoncé, il y avait des sociétés qui vous proposaient de racheter l'équivalent de votre dette, de 70 à 80% de l'équivalent de votre dette. Et donc, vous vendiez 70% de ce que FTX vous devait. Et vu que FTX rembourse jusqu'à 130, 140%, je crois, quelque chose comme ça, de la valeur de la dette, ces sociétés-là ont fait x2. Et ces sociétés-là n'ont strictement rien à faire de la crypto, je pense. Donc, c'est pas sûr que le cash et que le fiat qui soit issu de FTX soit réinjecté en totalité dans les cryptos. Mais il y en aura une partie, je pense, inévitablement qui sera réinjectée. Mais le pourcentage que ça représente est très loin des 100%, je pense. Le nombre de milliards, je crois que c'est 16 milliards FTX, si je dis pas de bêtises. Tu as la question de Boucle d'Or, là, qui demande pour les US comment serait leur achat de BTC en plein bull run, avec des prix aussi. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi parce qu'ils n'auront pas le choix, de toute façon. Pourquoi est-ce qu'ils n'attendraient pas un bear market? Comme tout le monde, s'ils attendent un bear market, est-ce que le bear market aura lieu? Est-ce que le Bitcoin va redescendre à moins de 50 000 en bear market? Quelle est l'influence vraiment des États-Unis sur le cours du Bitcoin? Puisque BlackRock détient beaucoup de Bitcoin, mais bon, ils sont censés le détenir au nom de leurs clients, donc eux, ils passent les ordres si leur client leur dit d'acheter ou leur dit de vendre. Ils sont pas censés le faire d'eux-mêmes, sinon toute la confiance que les clients accordent à BlackRock disparaît. Parce que je pense qu'ils n'auront pas le choix, qu'ils commenceront leur achat de Bitcoin. C'est pas dit qu'ils n'ont pas déjà commencé, potentiellement. Ouais, je pense qu'il y a un FOMO. Ils achètent peut-être déjà depuis longtemps, quoique pas certains vu le positionnement de Biden et de l'administration Biden, je ne suis pas certain qu'ils aient commencé il y a longtemps. Ouais, je pense qu'il y a un FOMO qui est en train de se mettre en place et que potentiellement, s'ils le font vraiment, je pense qu'ils font pas s'occuper du prix. Et il y a certains qui disent que BlackRock manipule le prix, etc., pour maintenir le prix bas, pour que les institutions aient le temps de rentrer, etc. Je pense que tout ça, c'est un peu du bullshit. Et quoi qu'il arrive, ils vont rentrer, peu importe le prix, parce qu'ils voient plus sur le long terme. Donc, s'ils achètent à 100 000 $, ça veut dire qu'ils ont une optique beaucoup plus long terme et que le prix de Bitcoin augmentera bien plus haut que les 100 000 $. Ah oui, bien sûr qu'ils vont acheter OTC, recto verso. Évidemment qu'ils vont acheter OTC. Et qu'ils vont pas aller sur Binance pour acheter des bitcoins. Ils vont vider Binance, le prix il va monter à 3 millions de dollars pour une journée.
OTC, c'est over the counter, c'est-à-dire sous le bureau, entre guillemets. C'est pas sur. Ils achètent directement, par exemple, à des mineurs qui vont vendre leur bitcoin, ou ils achètent directement à des grosses entités qui possèdent beaucoup de bitcoin, ou à des market makers qui possèdent beaucoup de bitcoin et qui sont en capacité d'en vendre de gros montants. Il y a François Pau qui dit oui, BlackRock ne détient pas de BTC. C'est justement pour ça, en fait, il y a des personnes qui disent que BlackRock manipule le prix grâce aux BTC qu'ils détiennent. Mais officiellement, on ne sait pas combien de BTC ils détiennent. Ceux qui détiennent, déjà, ils ne les détiennent pas, c'est Coinbase qui les garde pour eux, via leur service de custody. Mais en plus de ça, ils n'ont pas de fonds, ils ne peuvent pas choisir quand vendre, etc. Vu que c'est le fonds de leurs clients. Donc c'est que quand les clients choisissent d'acheter ou vendre, qu'ils font un achat ou une vente. Ah si, le dernier truc, il y a eu Grayscale qui a sorti son top 20 des meilleures crypto-monnaies du moment à suivre pour le premier trimestre 2025. Il n'y a pas grand-chose de très intéressant, hormis quand même Aerodrome, donc le DEX principal sur Base, où je suis assez d'accord avec eux. Ils génèrent aussi beaucoup de revenus, pour le coup, Aerodrome. Ils sont devant Uniswap. Et oui, évidemment, leur top 20 est dans leur folio ASC. Bah, il faut bien qu'ils chillent un peu leur bague. Hein. Mais de toute façon, si c'était pas leur top 20, ils n'auraient pas. C'est tout de même assez intéressant parce que, bon, potentiellement, si Grayscale parle de ces crypto-monnaies-là, ça peut enchaîner sur un trust, donc un outil qui permette aux institutionnels d'investir dedans. Et c'est la première étape vers potentiellement des ETF, quoi. Donc potentiellement, d'ailleurs, en 2025, je pense qu'il y aura des ETF d'autres ETF que Bitcoin et Ethereum, à mon avis. Le token de Aero, c'est Aerodrome, un DEX sur Base. Le plus gros DEX sur Base devant Uniswap.